Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Le dossier de la semaine est cette histoire de chevaux mutilés, parfois vidés de leur sang, le tout avec une précision chirurgicale. Qui peut donc se cacher derrière cette série d'actes barbares qui touchent désormais près d'une vingtaine de départements? Beaucoup de questions, de mystères, peu de réponses pour le moment. Un portrait robot quand même qui a été élaboré en fin de semaine. La piste sataniste est même évoquée. Est-elle vraiment crédible? Eh bien, on va en parler avec tous nos invités, avec Dominique évidemment, et nos invités qui vont nous livrer leur regard et faire un point très complet sur cette enquête. Ce sera dans un instant, mais d'abord, les faits avec Elisa Trana. Ce sont des scènes macabres, d'une rare violence, qui se multiplient depuis quelques mois dans plus d'une dizaine de départements. Des chevaux sont mutilés, leur oreille droite systématiquement coupée, parfois sans trace de sang. Et les auteurs de ces barbaries restent introuvables. Pauline a retrouvé sa jument massacrée il y a 3 mois. L'oreille coupée, une plaie au niveau de la joue, la peau autour de l'œil qui était retirée, donc il n'y avait plus que l'os et le globe oculaire, et le reste du museau qui était brûlé. Elle a été brûlée? Elle a été, à ce que j'ai montré à un vétérinaire, elle a été brûlée à l'acide. S'agit-il de violences gratuites, d'actes satanistes ou encore d'un défi lugubre lancé sur Internet? Comme la Fédération française d'équitation, Lydie semble convaincue d'une chose, ceux qui commettent ces actes connaissent bien les équidés. Et savoir prendre un cheval dans le troupeau sans créer la panique, sans faire de bruit. Il faut savoir l'immobiliser, l'attacher quand même. Plusieurs enquêtes pour actes de cruauté ont été ouvertes, mais les indices sont minces. Ce sont des faits qui ont souvent lieu dans des zones qui sont reculées, qui ont principalement lieu la nuit pour permettre de commettre les méfaits le plus facilement possible. Et également, l'usage d'une arme tranchante est souvent utilisé, ce qui permet d'ailleurs de découper l'oreille. Cette semaine, un portrait robot a pu être diffusé grâce au témoignage d'un propriétaire de Lyon qui a surpris les criminels en pleine nuit. Une première piste sérieuse pour résoudre le mystère des agressions de chevaux. Résoudre ce mystère, on va en parler avec nos invités. Le colonel Guillaume Percy-Ducerre, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes en charge de l'animation et de la coordination à la sous-direction de la police judiciaire à la gendarmerie. Vous avez des informations et vous travaillez sur ce dossier, vous le connaissez parfaitement, vous allez nous en parler. Merci beaucoup d'être là. Et à vos côtés, Jean-Luc Vernon, bonjour, merci d'être là. Vous êtes membre du bureau de la Fédération française d'équitation. Vous faites partie civile dans ce dossier. Peut-être un mot avant d'en venir à l'enquête sur l'état d'esprit aujourd'hui de toutes les personnes qui ont des chevaux. Il y a une véritable psychose dans tout le pays. Oui, effectivement, on ne peut qu'être inquiet quand on voit tous les cas qui se multiplient, qui sont multipliés depuis le mois d'août. Donc effectivement, tous les propriétaires de chevaux aujourd'hui sont très inquiets, vigilants surtout, et la plupart ont pris les dispositions pour mettre leurs chevaux en sécurité. Ouais, vous les avez appelés à prendre toutes les précautions pour essayer de préserver les chevaux. Colonel, un portrait robot a pu être dressé grâce à un propriétaire. Comment est-ce que vous allez l'exploiter? Est-ce que vous avez des logiciels dans lesquels on met ce portrait robot qui vous donne des images, des photos correspondantes? Alors, non, de personnes connues? Non, mais le portrait robot a été diffusé à toutes les unités de police et de gendarmerie, diffusé par tous les réseaux de coopération policière. Et il fait l'objet de signalements qui sont recueillis par le groupement en charge de l'enquête, sachant que sur chacun des faits, la gendarmerie engage une unité de police judiciaire, que ce soit au niveau local des brigades de recherche ou quand il y a plusieurs faits qui sont constatés sur une région, des sections de recherche. C'est l'enquête prioritaire du moment. Un telex a été passé, un message a été passé à toutes les unités de gendarmerie, c'est l'enquête prioritaire. Toutes sont prioritaires, toutes les enquêtes sont prioritaires, toutes font l'objet d'un vrai travail d'investigation. Parce que dès la compréhension du phénomène par la gendarmerie, avec une intensification au début du mois d'août, parce qu'on a eu une meilleure signalisation des faits, eh bien on s'est retrouvé dans une situation où on a mis en place une opération nationale de coordination qui mobilise les échelons locaux, qui utilise le maillage territorial et qui mobilise toute la chaîne judiciaire jusque dans sa composante internationale. Donc cette opération nationale a 3 volets, un volet investigation, un volet renseignement et un volet prévention, comme on le disait à l'instant, justement pour être en relation avec les propriétaires de chevaux. Vous n'allez pas évidemment nous dévoiler le secret de cette enquête qui est en cours, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a des pistes plus crédibles que d'autres, des pistes sur lesquelles vous travaillez plus que d'autres? Est-ce que ça avance? Alors,
évidemment, je ne peux pas vous dévoiler les secrets d'investigation en cours, mais effectivement, tout est mis en œuvre pour réaliser les constatations, trouver les éléments, les traces et indices, et ce qui fait que sur chacun des faits, on engage donc ces unités de recherche qui sont les brigades de recherche ou sections de recherche. On fait des constatations systématiquement avec un vétérinaire qui est associé, avec la demande de nécropsie, c'est-à-dire une autopsie d'un animal décédé, des constatations, prélèvements ADN, etc., qui sont envoyées directement à l'IRCGN, qui a mobilisé une chaîne technique spécialement pour ce suivi de phénomènes, et la capacité aussi à recouper du renseignement criminel, c'est-à-dire que toutes les procédures sont centralisées au service central de renseignement criminel de la gendarmerie pour permettre, avec l'accord des procureurs et des parquets locaux, permettre de réaliser des rapprochements. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de mystères dans cette affaire. On va les reprendre un peu les uns après les autres parce que ce qui est difficile, c'est d'y voir clair, Jean-Luc Vernon. En fait, on a l'impression que les personnes frappent d'abord partout et sans choix précis. Absolument, c'est ce qui a été inquiétant au premier abord. C'est différents cas qui se sont multipliés sur tout l'Hexagone sans pouvoir faire de lien précis entre chaque. Et donc ça a effectivement été l'interrogation de ne pas pouvoir se prémunir facilement devant de tels actes. Monsieur Vernon, la question quand même que tout le monde doit se poser, c'est comment est-ce qu'on approche un cheval, un animal aussi grand au milieu d'un champ? Est-ce que les animaux qui ont été mutilés ou tués ont un point commun? Est-ce que ce sont des animaux plutôt sympathiques ou est-ce qu'il y aura autre chose? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'ils sont endormis avec des seringues hypodermiques? Enfin, on peut tout imaginer. Mais... Alors, non, je ne pense pas qu'on en soit là, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on a plus d'1 million de chevaux répartis sur le territoire. Tous ces chevaux, parce que le bien-être animal est au cœur de nos préoccupations, tous ces chevaux sont domestiqués, sont habitués à l'homme. Mais bien qu'étant habitués à l'homme, dans certains cas, notamment il y a eu des cas de pouliches, de chevaux très jeunes qui ont été mutilés dans les prés. Dans ces cas-là, effectivement, il faut une certaine connaissance. En tout cas, il faut une certaine expérience pour pouvoir les approcher, les attraper et ensuite les manipuler. Donc on peut imaginer effectivement que ce sont des gens qui ont une certaine habitude, en tout cas qui ont connaissance de la manipulation de chevaux et qui sont en tout cas très à l'aise avec ça. Ce qui surprend, c'est que par moments, il y a une oreille tranchée, il y a des organes qui sont pris, d'autres moments, c'est le sang du cheval qui est extrait. Et tout ça est fait, entre guillemets, évidemment, proprement, c'est-à-dire par des gens qui, effectivement, comme vous le dites, savent ce qu'ils font. Cette idée de piste sataniste, d'un rituel qui utiliserait des organes d'animaux, du sang d'animaux, a beaucoup circulé. Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle est envisagée? Alors, actuellement, et c'est là tout l'intérêt de l'opération nationale qui est conduite par la gendarmerie et qui est coordonnée par la gendarmerie, c'est que le phénomène qui est constaté sur l'ensemble du territoire national, il recoupe des faits qui sont intentionnels. Il faut discriminer les faits qui sont intentionnels des faits qui sont accidentels. Et c'est tout l'intérêt des constatations qu'on fait à chaque fois. Il y a une pluralité d'auteurs sur l'ensemble du territoire national, mais il y a une pluralité de modes opératoires. Les modes opératoires, ça va des lacérations d'animaux, des prélèvements d'organes et pour une vingtaine de dossiers d'oreilles coupées. Pour connaître les motivations des auteurs, alors effectivement, il y a l'hypothèse, aucune hypothèse est écartée et aucune n'est privilégiée. Il y a l'hypothèse de la piste sataniste et des mouvements sectaires. On est appuyé par la Miviludes sur et conseillé en lien avec la Miviludes sur pour savoir si c'est des rituels qui existent, qui pourraient être perpétrés. Mais pour le moment, on n'a aucun élément qui permet d'orienter les investigations là-dessus, sachant qu'on n'est pas sur un phénomène unique, on est sur une pluralité d'auteurs. On a des gens qui peuvent être déséquilibrés, on a des gens qui peuvent être marqués par la haine des équidés, on a aussi des personnes qui peuvent aussi répondre à un challenge par Internet ou un effet de concours morbide qui aurait été lancé sur les réseaux sociaux. Alors, qui pour le moment n'est pas détecté. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a aucune piste privilégiée. On a par rapport à ça lancé des veilles sur Internet avec notre centre de lutte contre les cybercriminalités. On veille tous les réseaux, le net, le darknet. On a aussi lancé avec l'Office central atteinte environnement santé publique des investigations. Alors coordination des investigations, mais aussi des liens via Europol et des liens avec les pays étrangers. Je peux me permettre, et Dominique, je vous donne la parole dans un instant, mais quand on vous entend, on voit bien le travail qui est engagé, la coordination. Personne ne doute de ce qui est fait. Et en même temps, on a du mal à comprendre pourquoi on n'a pas plus d'indices, plus
une vingtaine de départements, de plus en plus de cas. Pourquoi c'est si difficile d'arrêter quelqu'un ou d'avoir quelque chose qui avance précisément? Vous avez raison, c'est lié aussi à la contexture des faits, à la zone de mise des animaux dans les prés. Ce sont souvent des zones isolées, ce sont souvent des secteurs qui sont peu fréquentés. Et c'est pour ça que, avec la Fédération française d'équitation et d'autres associations dans le monde du cheval, on a déjà commencé à faire tout un travail de prévention pour engager les propriétaires de chevaux à aller voir plus souvent leurs animaux, pour les engager à nous signaler tous les mouvements suspects et surtout nous apporter des éléments d'enquête, enfin tous les éléments trouvés, éviter de les manipuler, nous les rapporter et les signaler à la gendarmerie. Ouais. Vous parliez tout à l'heure, question à tous les deux, d'enquête nationale, mais vous parliez aussi de l'international et il y avait cet article qu'on a trouvé avec Philippe là, dans le Parisien avant-hier, chez nos confrères du Parisien, 50 ans d'attaques non élucidées dans le monde. Des États-Unis à l'Europe, les blessures d'animaux sont récurrentes, peu d'agresseurs sont retrouvés. Et effectivement, quand on lit cet article qui est passionnant, on voit à la fin, en 2005, un Néerlandais de 49 ans a été condamné. Il avait tué un sans-abri et mutilé des chevaux. Ça n'aboutit jamais. Comment ça se fait? Alors, si je peux me permettre de répondre, mais le colonel sera beaucoup plus à même d'apporter les réponses à ces éléments, je pense. Mais là, il s'agissait de cas isolés. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une répétition dans un laps de temps qui est assez court. Donc, il y a eu des séries, monsieur Vernon. Il y a des séries racontées dans cet article du Parisien. Ailleurs aussi, il y a des séries de 50 chevaux, je crois que c'est aux États-Unis. D'accord. Et donc, ça démontre bien la difficulté des enquêteurs pour trouver les indices, pour trouver les éléments de preuve, et la difficulté pour retrouver les auteurs de ces actes de cruauté. En complément, si vous permettez, effectivement, on a eu au Royaume-Uni un phénomène similaire. Le Scotland Yard avait mis en place une cellule spéciale d'investigation, et c'est pour ça que la réponse de la gendarmerie, elle dépasse le champ des investigations. Tout est coordonné, mais aussi elle va sur une manœuvre renseignement et sur une manœuvre de prévention. C'est une réponse qui est globale et transverse pour, d'une part, rassurer les gens du monde de l'équitation, mais aussi prévenir et ne manquer aucun indice qui permet de confondre un ou des auteurs. Parce que je le redis, pluralité d'auteurs et besoin de discrimination des faits, parce que on a, sur certains faits qui ont été portés à la connaissance de la gendarmerie, déjà constaté que l'animal est mort de sa belle mort et il a été mutilé par des animaux charognards. On peut avoir aussi des animaux qui sont coursés dans les prés par des chiens, par d'autres animaux. On peut avoir un certain nombre d'accidents, de faits accidentels. Donc ça nécessite de les discriminer. D'où ce que vous disiez, c'est des animaux qui sont mangés par des charognards, c'est des animaux qui se restent au moins une semaine ou 15 jours sans la visite de leur propriétaire. D'où ces consignes qui sont données aujourd'hui par vous, les spécialistes des chevaux. Aujourd'hui, toute la filière est mobilisée et la Fédération française d'équitation a pris les choses en main dès le départ, aidée en cela avec la Ligue française de protection du cheval. Donc aujourd'hui, la Fédération se portera partie civile dans chaque cas déclaré dès qu'une plainte sera déposée, dès qu'une information judiciaire sera ouverte et un juge d'instruction nommé, pour justement donner de la force et du poids à toutes ces démarches et pour ne plus laisser ces éleveurs, parce qu'on parle de propriétaires de chevaux, mais beaucoup sont éleveurs, et des éleveurs qui ont très peu de tête, qui sont isolés. Donc pour venir en aide, en soutien à ces personnes qui sont isolées dans leur démarche et dans leur fonctionnement. Jean-Luc Vernon, on entend évidemment votre réserve professionnelle. Qu'est-ce qui se dit dans le monde du cheval ? Je dirais qu'il y a beaucoup d'émois et j'imagine qu'il y a beaucoup d'hypothèses aussi. Alors, absolument, il se dit un peu tout, mais c'est quand même les pistes qu'on a pu évoquer tout à l'heure, à savoir des personnes effectivement qui connaissent les chevaux, qui savent les manipuler, des personnes qui, comme vous le disiez, sont capables de commettre des actes sur les chevaux avec des précisions entre guillemets chirurgicales. Donc ça définit certains profils, mais ça ne met pas l'opprobre non plus sur des professions ou sur des types de personnes. Et en même temps, comme le rappelait le colonel, il faut quand même se méfier de bien différencier les cas, de bien identifier tout ce qui peut être constaté, qu'il s'agisse soit de mutilation effectivement volontaire ou d'accident. Rapprocher tous ces cas, faire le lien, et puis ensuite mener les actions dans ce sens. M. Vernon vient de dire rapprocher tous ces cas. Alors, on sait qu'il y a 17 départements, je crois. 17 départements, ça veut dire 17 parquets saisis, 17 enquêtes différentes.
avec à chaque fois des éléments d'une enquête qui pourra intéresser une autre. Comment est-ce que vous centralisez les infos, puisque c'est chaque parquet qui a son dossier? Alors, les informations sont centralisées par l'Office central de lutte atteinte environnement santé publique, qui coordonne les investigations, par le service central de renseignement criminel, qui, avec l'autorisation des différents procureurs, mène un travail d'analyse sur chacune des procédures pour pouvoir faire des recoupements et trouver éventuellement des liens communs s'il y en a. Moi, je tiens à préciser aussi que les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, c'est un délit qui est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. On parlait aussi de la notion des réactions des éleveurs et des propriétaires de chevaux. Je tiens à rappeler aussi qu'il ne faut pas que les gens fassent justice eux-mêmes. Il est plus important que de prévenir la gendarmerie, de prélever les éléments, de mettre en place des dispositifs de surveillance adaptés. Soit on ramène les chevaux vers des infrastructures plus fréquentées, ou alors il existe des dispositifs de caméras de chasse. Tous ces éléments, ces petits indices, ces témoignages qui sont collectés par les brigades de gendarmerie en lien avec les propriétaires de chevaux, nous permettront d'identifier une ou plusieurs équipes. Mais c'est un travail rigoureux, lent et sérieux de constatation. Est-ce que vous avez la certitude qu'un jour on saura la vérité sur ce qui se passe ? On ne saura jamais la vérité sur l'ensemble du phénomène. On connaîtra des motivations de certains auteurs, mais on ne pourra pas, comme le phénomène relève de plusieurs motivations et de plusieurs auteurs, quand on aura interpellé une équipe, on aura une motivation. Un fil que vous pourrez tirer, Jean-Luc Vernon. On parlait de l'état d'esprit, des hypothèses. Comment vous voyez la suite? Comment vous voyez les prochaines semaines? Il y a de l'inquiétude au jour le jour? Bien sûr, l'inquiétude est toujours là depuis le premier jour. Elle se renforce au fil des cas qu'on peut constater. Mais comme le rappelait le colonel, toutes les mesures de prévention ont été mises en place, tous les conseils ont été donnés. Donc la profession, la filière s'organise et se protège. L'appel à la vigilance et à la surveillance a été donné. Donc chacun fait preuve de plus grande vigilance, de plus grande surveillance. Et comme le rappelait le colonel, surtout, il faut faire attention aux créations de milices locales, ne pas se faire justice soi-même, bien différencier les cas, faire preuve de beaucoup de discernement sur tous les cas et sur tout ce qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux. Travail d'enquête précis et rigoureux. Absolument. Et puis des élus ont récemment encore rappelé sur les réseaux sociaux, sur leur compte Twitter notamment, à être vigilants sur les fake news, sur les cas révélés, que ce soit des cas effectivement qui intéressent l'enquête ou au contraire qui sont complètement en dehors. Merci beaucoup Jean-Luc Vernon, merci colonel Guillaume Percy-Lussard d'être venu sur le plateau d'Affaires Suivantes nous éclairer sur ce mystère qu'on va évidemment continuer à suivre en espérant que ce soit la fin de cette série morbide. Vous restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, la deuxième partie de l'émission. Un invité exceptionnel, Bernard Cazeneuve, sera avec nous pour répondre à nos questions à quelques jours de l'ouverture de ce procès historique, procès des attentats de Charlie, de Montrouge, de l'Hyper-Cacher. Avec l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur, nous reviendrons aussi sur cette poussée de violence en France. À tout de suite. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires Suivantes, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité police-justice. Et dans un instant, nous allons évoquer ce procès inédit, hors norme, historique qui va s'ouvrir mercredi devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Le procès de 3 jours qui ont fait basculer la France dans le chaos. Le 7, le 8, le 9 janvier 2015 se succédaient les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo, le meurtre de la policière municipale Clarissa Jean-Philippe à Montrouge et l'attentat contre l'Hyper-Cacher. Ce procès débutera mercredi. Et à l'époque, il y avait un homme qui était en première ligne, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Il sera notre invité. Il va répondre à nos questions, ses souvenirs de l'époque, sa vision sur le terrorisme aujourd'hui. Et puis nous l'interrogerons évidemment aussi sur ces violences qui agitent aujourd'hui notre société, que notre ministre de l'Intérieur actuel qualifie d'ensauvagée en partie. Interview de Bernard Cazeneuve juste après les enjeux de ce procès, résumé par Elisa Trana. Charlie Hebdo, Montrouge, l'Hyper-Cacher. Ces 3 noms rouvrent la douloureuse cicatrice des attentats qui ont frappé la France en janvier 2015. 17 personnes avaient été tuées dans des attaques quasi simultanées. Pour la première fois,
des terroristes se sont organisés pour frapper au même moment. On s'est juste synchronisé pour le départ. Ça veut dire que quand ils ont commencé Charlie Hebdo, moi j'ai commencé à faire les policiers. Le 7 janvier, Cherif et Saïd Kouachi attaquent en effet la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo. 12 personnes sont victimes de cette tuerie. Après 2 jours de fuite, ils finissent par se retrancher dans une imprimerie de Damartin-en-Gohelle. Le lendemain, le 8 janvier, leur complice Amédi Koulibaly assassine à Montrouge une policière municipale. Puis le 9 janvier, il prend en otage les clients et le personnel d'un hypercachère porte de Vincennes. Il y sera abattu quelques heures plus tard, au même moment que les frères Kouachi dans l'imprimerie. Les assauts ont été ordonnés quasi simultanément. 5 ans et demi plus tard, le procès va se passer ici, dans le nouveau tribunal de Paris. Exceptionnellement, les audiences seront filmées. 200 personnes se sont constituées partie civile. Les protagonistes principaux sont morts, c'est-à-dire les terroristes eux-mêmes. Les complices les plus importants sont aussi jugés en absence. Et donc, les parties civiles vont plutôt voir de quelle manière elles peuvent parler d'elles-mêmes, parler de leur parcours, parler de la vie, de la reconstruction qu'elles ont pu faire. 14 personnes seront jugées par la cour d'assises spéciale. 11 d'entre elles seront présentes dans le box des accusés. Les 3 autres sont toujours recherchées ou soupçonnées de mort, comme Ayad Boumedienne, la compagne d'Amédi Koulibaly. Tous sont accusés à des degrés divers d'avoir été des complices et soutiens logistiques. Les juges devront déterminer quel a été leur rôle exact. Ont-ils aidé les terroristes à financer leurs funestes projets? Leur ont-ils fourni des armes? Les attentats de janvier 2015 ont marqué un tournant en France. Ils ont été le point de bascule vers une série d'attaques meurtrières les mois suivants. Et invité d'affaires suivantes de cette deuxième partie d'émission, donc Bernard Cazeneuve. Bonjour, merci d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir pour cette première émission de la saison. Vous avez été Premier ministre, plusieurs fois ministre, et donc ministre de l'Intérieur d'avril 2014 à décembre 2016. Vous étiez donc ministre ces 3 jours, ces 7, 8, 9 janvier 2015. On vient d'en revoir quelques images. Vous en parlez longuement dans votre ouvrage « À l'épreuve de la violence » aux éditions Stock. Une première question peut-être parce qu'on va beaucoup en parler de ces 3 journées, ces prochaines semaines, avec ce procès qui commence mercredi. Une question peut-être autant à l'homme qu'au ministre que vous étiez. Quelle est peut-être aujourd'hui l'image qui vous reste de ces 3 journées, l'image qui vous hante peut-être encore aujourd'hui? C'est l'image de mon arrivée au siège de Charlie Hebdo lorsque le drame vient de se produire et que les personnes qui ont été témoins de cette tuerie sortent des locaux de Charlie Hebdo avec dans le regard l'effroi et en même temps une immense tristesse, un immense chagrin qui se lit déjà. Et puis la deuxième image, c'est au lendemain, pas au lendemain, mais au sortir de la prise d'otage de l'épicerie Père Cachère. Je me rends sur place pour remercier les policiers du RAID et de la BRI qui très courageusement sont intervenus pour sortir les otages. Et ils sont masqués et dans leur regard, alors que je ne vois que leur regard, puisque leur visage est dissimulé derrière le masque, on voit la fierté, la colère et aussi le courage qu'il a fallu à ces hommes pour intervenir dans des conditions hautement risquées, dans un contexte très, très difficile. Ce 7 janvier, vous racontez dans votre livre ce passage, il est 11h45, vous êtes dans votre bureau, ministère de l'Intérieur, vous êtes en rendez-vous et votre directeur de cabinet va interrompre votre réunion. Que se passe-t-il et que vous dit-il? D'abord, je suis en réunion avec les responsables de la Ligue des droits de l'homme. Ils sont venus me voir pour évoquer des points de désaccord entre eux et moi. C'est assez classique, ce type d'échange avec le ministre de l'Intérieur sur des dispositions législatives qui viennent d'être adoptées par le Parlement, la loi de novembre 2014, et qui est une loi qui prévoit un certain nombre de mesures destinées à lutter contre le terrorisme, blocage administratif des sites, qui appelle et provoque au terrorisme, interdiction de sortie du territoire, possibilité pour les services de renseignement d'intervenir sur Internet pour identifier les auteurs de propos qui laissent à penser qu'un attentat est en cours de préparation. Et mes interlocuteurs sont là pour pointer le risque d'atteinte aux libertés publiques que représente l'ensemble de ces mesures. Et au moment où je leur explique que le véritable danger, c'est l'extrême violence terroriste qui risque, en portant atteinte à ce qu'est le creuset des valeurs républicaines, qui risque de remettre en cause nos libertés, mon directeur de cabinet entre dans mon bureau, il est blême, et il m'indique qu'une tuerie est en cours dans les locaux de Charlie Hebdo,
et me dit qu'il y aurait, d'après le préfet de police de Paris qui est déjà sur place, un très grand nombre de victimes. Et je décide à ce moment-là de me rendre immédiatement sur les lieux. Ce début de séquence, c'est le tout début, 11h45, va marquer la France, notre histoire, les Français, ces 3 jours, la traque des frères Kouachi, la peur des Français, à l'épreuve de la violence. Est-ce qu'on est prêt, quand on est ministre de l'Intérieur, à vivre un tel moment? Comment on fait face? Mais on a beau être ministre de l'Intérieur, on n'en est pas moins un individu doté de sensibilité et capable de sentiments. Le chagrin qui a été éprouvé par les Français à ce moment-là, je l'ai ressenti comme beaucoup de nos compatriotes et beaucoup de membres du gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, au plus profond de moi-même. Mais lorsqu'on est ministre de l'Intérieur, on a aussi une responsabilité qui est celle de la sécurité des Français. Et par conséquent, on doit faire face. Et on doit faire face en étant en maîtrise à la fois de ses sentiments et aussi de son verbe, des propos que l'on tient à destination des Français qui doivent à la fois dire la vérité, ces propos, et les rassurer. Et ce qui m'a beaucoup habité pendant cette période, c'est la volonté d'être le plus possible à la hauteur des événements, sans être jamais sûr d'y parvenir. Il y avait une obligation de résultat, une concentration qui m'incitait chaque jour à essayer de faire le mieux possible pour protéger les Français. Et puis, ce qui m'a aussi habité, c'était la volonté de faire en sorte que l'image que nous renvoyons collectivement de notre pays apporte la démonstration que malgré la violence extrême dont notre pays était la victime, nous étions collectivement déterminés à faire en sorte que la République demeure debout. L'important, c'est évidemment de préserver les Français, de sortir de cette crise. Et il y a en même temps des moments d'émotion que vous racontez dans cet ouvrage, quand vous nous racontez que vous êtes dans le Salon Vert, au moment de cet assaut qui sera donné contre l'imprimerie de Damartin-Anguel, où sont les frères Kouachi, contre l'hypercacher, où il y a Amédi Koulibaly. Racontez-nous cette scène, parce qu'elle est extrêmement forte dans l'ouvrage, et humainement, on a du mal à pouvoir s'imaginer un ministre de l'Intérieur avec son téléphone vivre cela. Peut-être faut-il resituer cette scène, qui est effectivement l'une des scènes les plus fortes que je n'ai jamais vécues, et que je ne vivrai sans doute jamais plus. En tous les cas, je l'espère. Nous sommes dans le bureau du président de la République quelques quarts d'heure après que la prise d'otage au sein de l'épicerie Hypercacher a commencé. Et je viens de rendre compte au président de la République des conditions dans lesquelles une intervention des forces spécialisées, notamment de la BRI et du RAID, est possible dans les locaux de l'épicerie Hypercacher, de telle sorte que les otages qui sont dans l'épicerie et qu'il faut sauver puissent être libérés dans les meilleures conditions. Et très vite, la décision est prise par le président de la République, au terme de nos échanges, en présence du Premier ministre, de donner simultanément l'assaut, si toutefois un assaut est nécessaire, au sein de l'épicerie et au sein de l'épicerie de l'imprimerie de Damartin-Anguel. Et à ce moment-là, le président de la République me demande de prendre contact avec le général Favier, puis avec le préfet de police de Paris, pour leur indiquer les instructions qu'il entend me voir leur communiquer. Et j'appelle le général Favier, qui coordonne les opérations à Damartin-Anguel, et au moment où je l'appelle, il m'indique que la porte de l'imprimerie vient de s'ouvrir, le ton de sa voix change, c'est très impressionnant d'ailleurs à entendre, que les frères Kouachi sortent, puis j'entends des coups de feu. Le général Favier m'a dit qu'ils ont tenté de tirer, puis que nous avons été obligés de répliquer. Il m'a dit qu'ils s'avancent vers les frères Kouachi, et quelques secondes après m'a dit qu'ils sont morts. Et à ce moment-là, je lui explique qu'il faut immédiatement que j'en prévienne le président de la République et que je donne au préfet de police de Paris une instruction qui ne saurait attendre. J'informe le président de la République, j'appelle le préfet de police de Paris. Le préfet de police de Paris me dit donner l'instruction de l'assaut dans l'épicerie Hypercacher, puis il ne raccroche pas son téléphone. Il en prend un autre pour donner cette instruction. Et je ne sais pourquoi je garde moi-même mon téléphone ouvert. J'entends le préfet de police donner l'instruction. Quelques secondes après, la déflagration de la porte de l'épicerie. Et puis une voix blanche, qui est celle du préfet de Paris, qui compte. Et je m'interroge sur le fait de savoir ce qu'il compte. Et je comprends, une fois qu'il s'arrête de compter, qu'il a compté les otages qui sortaient de l'épicerie, puisqu'il s'arrête de compter après que
le nombre de ceux qui sont encore vivants dans l'épicerie a été donné. Et je rentre à ce moment-là dans le bureau du président de la République, que je trouve de dos, dans son bureau, devant l'écran de sa télévision, qui retransmet en direct l'image des otages qui sortent. Le président de la République les compte, comme le préfet de police, et se tourne vers moi. Et à ce moment-là, nous comprenons que l'assaut est terminé et que les otages ont pu être sauvés. Et il y a une accolade entre le président de la République et moi. Vous dites on doit faire face, il faut aussi organiser, GIGN, BRI, RAID. On sait que ça n'a pas été facile de les faire travailler ensemble. Et un jour, vous le racontez, vous dites, allez, stop, réunion à Beauvau, pour réorganiser tout. Il y avait 3 coordinations nécessaires à Beauvau pendant ces événements. La coordination de la cellule interministérielle de crise, qui est déclenchée par le Premier ministre, présidée par le Premier ministre, mais parfois par délégation par le ministre de l'Intérieur. Il y a la coordination des services du ministère de l'Intérieur lui-même, puis la coordination entre les services du ministère de l'Intérieur et ceux de la chancellerie. Et je décide très vite, en accord avec mon cabinet, de réunir tous les grands patrons de la place Beauvau dans une petite pièce qui s'appelle le fumoir. Et nous sommes au premier jour de cette tragédie, et les forces de police, notamment le RAID, sont rendues à Reims, où ont vécu les frères Kouachi, pensant que ces derniers pourraient se trouver dans le quartier où ils ont vécu leur enfance. Et je vois sur les écrans de télévision, je crois même me souvenir que c'était votre chaîne qui diffusait ces images, elle n'y est pour rien, je ne l'incrimine pas, et je vois les policiers du RAID avec quelques mètres derrière eux, quelques mètres à peine, les caméras des chaînes d'information en continu. Et à ce moment-là, j'interroge les patrons du ministère qui sont là, leur demandant comment il est possible qu'aucun périmètre de sécurité n'ait été mis en place, que les journalistes soient si près des forces spéciales, et je comprends que la coordination entre les services n'a pas été à la hauteur de ce que les événements nous dictaient. Et là, je me fâche, bien entendu, en leur disant, puisqu'il en est ainsi, j'assurerai personnellement avec vous tous la coordination des opérations, et nous ne quitterons ce salon que lorsque la crise terroriste sera terminée. Bien entendu, nous veillerons à ce que vous soyez approvisionnés en moyens qui vous permettront d'échapper à l'hypoglycémie, mais ça n'ira pas au-delà. Notre devoir est désormais d'être ici et de faire en sorte que les choses se passent de façon parfaite jusqu'à la fin. Aucun service en particulier n'a espéré tirer gloire des opérations en cours. C'est la République tout entière qui sortira de la crise terroriste, ou nous n'en sortirons pas. On va parler évidemment de l'enjeu de ce procès, de ce que l'on peut en attendre. Une dernière question peut-être, alors je ne vais pas vous demander le secret des discussions que vous pouvez avoir avec d'autres hommes politiques, mais est-ce que de ces moments traumatisants, vous parlez encore aujourd'hui avec François Hollande, avec les ministres, avec ceux qui, à l'époque, étaient autour de vous? Ça nous arrive d'évoquer ces moments, qui ont été des moments extrêmement forts et, en tous les cas, bouleversants sur le plan humain et sur le plan politique très singulier. Nous sommes aussi dans le souvenir des victimes et gardons pour certains d'entre nous des relations avec leurs familles. Donc oui, ça nous arrive d'en parler, même si nous n'en parlons pas à chaque fois que nous nous rencontrons. Ces familles, justement, qui vont devoir affronter aussi, et peut-être qui ont attendu ce procès. Oui, parce que le procès va s'ouvrir, évidemment, sans les auteurs, puisque tous sont morts en kamikaze. À quoi il va servir, ce procès? C'est un procès pour l'histoire? Ce n'est pas simplement un procès pour l'histoire. Il faut savoir que derrière ce procès, il y a une instruction longue. Il y a des victimes qui souffrent encore dans leur chair et dans leur cœur de la tragédie qu'elles ont dû affronter. Il y a une nécessité aussi pour l'histoire d'établir ce qu'ont été les événements dans leur enchaînement, d'essayer de comprendre le processus par lequel des individus qui ont été élevés sur le territoire national, qui ont parfois fréquenté l'école de la République, on peut arriver à cette folie qui les a conduits par un processus d'endoctrinement, de radicalisation, à vouloir tuer leur prochain. Moi-même, je me suis beaucoup interrogé sur le processus qui peut conduire à cette violence extrême, non seulement avec les services du ministère de l'Intérieur, mais en consultant aussi des universitaires, des chercheurs, des psychothérapeutes. C'est un phénomène d'une extraordinaire
complexité, et si le ministre de l'Intérieur est en charge de la protection des Français, il ne lui est pas interdit, bien au contraire, de comprendre les processus par lesquels on peut arriver à des actes d'une telle sauvagerie. Et donc, si ces procès permettent à la fois de réparer, de se souvenir, de comprendre, et puis de dire la force de la loi face à des événements d'une telle violence, d'une telle lâcheté, mais je crois que c'est important aussi pour que nous puissions continuer à faire nation. J'insisterai sur ce point qui me paraît absolument fondamental compte tenu de la violence qui s'exprime encore dans notre pays sous des formes diverses. Ceux qui nous ont attaqués en s'en prenant à des journalistes, à des policiers, à certains de nos compatriotes parce qu'ils étaient de confession juive, plus tard à des Français qui se trouvaient dans des salles de spectacle ou dans les terrasses des cafés ou sur la promenade des Anglais, l'ont fait pour créer un effroi, une terreur, une tension à l'intérieur du pays qui conduisent à des confrontations, à des violences entre certains de nos concitoyens qui nous empêchent de continuer à faire nation. Et qui nous empêchent de continuer à faire nation en demeurant à tout jamais attachés à ce que sont les valeurs de la République, la liberté d'expression, la tolérance, l'altérité, la fraternité. Eh bien, il est très important, si nous voulons continuer à faire nation, que le droit passe, que la loi dise sa force et que la République dise sa détermination à combattre ceux qui ont voulu nous atteindre avec ces procédés. Ce lien que vous tissez vers les violences qu'on peut connaître aujourd'hui, il est intéressant et on va en reparler dans un instant. Une dernière question peut-être sur ce chapitre du terrorisme et de ce procès. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que la menace est moins forte? On a connu des attaques au couteau qui ont fait moins de morts. On n'a pas reconnu de grandes organisations comme ça structurées. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français sont moins menacés par le terrorisme? Je pense que la menace demeure, qu'elle est latente, encore présente, et qu'elle le sera sans doute pour de nombreuses années. Car on ne sort pas des processus de radicalisation auxquels le pays a été confronté comme ça en quelques mois ou en quelques temps. Mais je pense malgré tout que la menace a changé d'intensité et sans doute de nature. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes confrontés à ces attentats, nous avons une organisation qui prétend s'ériger en État, qui est située en Irak et en Syrie, avec des personnages qui sont à la tête de cette organisation et qui, dans le plus grand secret, donnent des instructions à des combattants qui viennent d'Europe et qui ont été endoctrinés sur le théâtre des opérations terroristes de retourner dans leur pays d'origine pour commettre des crimes. Cette organisation, les opérations qui ont été conduites par la coalition ont permis de les démanteler. Et donc, bien entendu, lorsque la tête de l'organisation est affaiblie, je ne dis pas que tous ceux qui ont été impliqués dans cette organisation ont disparu, qu'ils ne sont plus présents au Sahel ou en Irak ou en Syrie, mais en tous les cas, ils ont été affaiblis. Ensuite, il y a un énorme travail qui a été fait dans les pays de l'Union européenne et notamment en France, destiné à rehausser les moyens des services de police et de renseignement. Il y avait eu près de 13 000 suppressions d'emplois au moment de la révision générale des politiques publiques entre 2007 et 2012. Il en a été créé près de 9 000 sous le quinquennat de François Hollande. Il y a eu une augmentation de 20% des crédits alloués aux forces de sécurité et de renseignement pour leur permettre de s'équiper. Cet effort doit être poursuivi, c'était une première étape. Il y a eu beaucoup de dispositions législatives, notamment la loi sur le renseignement, qui a permis, vous le savez, de moderniser les conditions d'intervention des services de renseignement pour leur permettre de davantage prévenir les attentats. Il y a eu plus de postes dans le renseignement. Beaucoup plus. On a tiré le renseignement territorial a été reconstitué. Donc il y a eu, en l'espace de quelques années, alors que nous étions confrontés à un niveau de menace élevé et que nous étions engagés dans une course contre la montre, un effort considérable qui a été fait de remise à niveau de nos services, une action à l'extérieur de nos frontières qui a donné des résultats. Mais bien entendu, ces résultats ne signifient pas que nous sommes aujourd'hui au risque zéro. J'ai eu souvent l'occasion de dire que zéro précaution, c'était 100% de risque, mais 100% de précaution n'est jamais le risque zéro. À l'épreuve de la violence, vous le disiez vous-même, c'est la violence terroriste dont vous parlez. Vous avez aussi connu, en tant que ministre de l'Intérieur, une violence plus quotidienne, celle de l'insécurité, dont on parle beaucoup depuis plusieurs semaines. Évidemment, avec Dominique, on voulait vous interroger aussi sur ces questions d'actualité. Cette question d'insécurité qui progresse. On a vu beaucoup d'images qui ont choqué les Français ces derniers jours, ces dernières semaines. On va reprendre le fil de l'été avec Elisa Tranin et ensuite votre analyse sur justement ces violences qui aujourd'hui agitent la société. Des dealers lourdement armés qui font régner la terreur dans leur quartier.
Un chauffeur de bus tué à Bayonne pour avoir demandé à des passagers de porter un masque. Une défaite sportive, PSG Bayern, teintée de dégradation au cœur de Paris. Peu importe la raison, la violence a marqué l'été. C'est un été orange mécanique, avec une violence gratuite qui nous a toutes et tous profondément marqués. Nous avons trop d'individus dans notre pays qui ont un tel sentiment d'impunité qu'ils se croient tout permis. Et à chaque fois au lendemain, des déclarations indignées, des promesses de sanctions. J'ai déjà eu l'occasion de dire ce matin le dégoût qu'inspire pour de nombreux Français, évidemment, les exactions qui ont été commises hier soir à Paris. Ce sont des voyous qui n'ont rien à voir avec des supporters. Et ces voyous, il faut les traiter comme tels. Gérald Darmanin est allé plus loin encore en évoquant l'ensauvagement d'une minorité. Un vocabulaire d'habitude employé par l'extrême droite, décrié par la gauche et les écologistes. Il y a un niveau de violence qui monte, mais ce n'est pas de l'ensauvagement. On a l'impression qu'on catégorise certaines catégories de population. C'est une tension qui a été renforcée par le Covid. Certains dénoncent le laxisme des autorités, tandis que d'autres s'en prennent à l'absence de réponse pénale. Sans aucun doute, la sécurité sera au cœur des thèmes abordés ces prochains mois, voire de la prochaine élection présidentielle. On vient de voir, Bernard Cazeneuve, les images de ces supporters du PSG le soir de défaite. On vient de voir Bayonne, ce chauffeur de bus qui perd la vie. Le ministre de l'Intérieur actuel a employé une expression, l'ensauvagement de la société, il y a quelques jours. Est-ce que vous partagez ce terme d'ensauvagement de notre société ? Si vous m'y autorisez, je laisserai de côté les concepts qui sont généralement utilisés par les ministres de l'Intérieur. Il m'est arrivé de le faire moi-même pour essayer de revenir à la réalité des événements auxquels les forces de l'ordre et les citoyens français ont à faire face. La réalité, c'est qu'il y a une violence diffuse qui est de plus en plus inacceptable et de moins en moins bien ressentie par les Français et qui pose le problème du sens de la société dans laquelle nous vivons et de notre capacité à continuer à vivre ensemble, à faire nation, à faire société. Et quelles sont les raisons de cela et que doit-on faire face à ce phénomène ? Les raisons de cela, c'est qu'il y a une perte de la notion de respect dans notre pays, respect de l'autorité, de ceux qui l'incarnent, non seulement les responsables publics, les responsables de l'État, ceux qui portent l'uniforme, qui sont investis de ce que l'on appelle le monopole de la violence physique légitime, les policiers, les forces de sécurité. Mais cette perte d'autorité, elle s'applique aussi aux enseignants, au personnel soignant, aux pompiers. On a vu qu'un certain nombre d'entre eux qui exposent leur vie pour sauver celle des autres peuvent être victimes de violences extrêmes. Et il n'y a pas de possibilité de faire société, de vivre ensemble, si la notion de respect disparaît, s'étiole, est abaissée. Et il y a un ensemble d'éléments qui concourent à cela. D'abord, la numérisation de la société qui conduit dans l'anonymat une série d'acteurs à pouvoir insulter leurs prochains, proférer des propos d'une extrême violence, parfois des propos racistes, antisémites. Dans les réseaux sociaux alimentent la violence ? Comment ? Les réseaux sociaux alimentent la violence ? En tous les cas, les réseaux sociaux l'accueillent, souvent avec bienveillance, dans l'anonymat, dans l'impunité, permettant ainsi ceux qui sont à l'origine de ces propos de pouvoir les proférer dans la plus grande lâcheté et parfois dans la plus grande impunité. Et je pense qu'il faut faire très attention à ce que ce mode de communication peut engendrer de violence virtuelle, en sachant que derrière la violence virtuelle, il y a la violence réelle qui se profile. Et le passage de l'une à l'autre est très facile et ténu. Il y a un deuxième élément, c'est l'abaissement de la parole publique. Je suis désolé de le dire avec beaucoup de gravité à votre antenne, et je le dis avec gravité et sincérité. Quand je vois des responsables publics théoriser en permanence la consubstantialité de la violence à la police, expliquer dans des manifestations organisés par des groupes qui promeuvent en permanence le communautarisme, qu'il y aurait une organisation des institutions de l'État et de la République destinée à organiser sciemment la discrimination ou la relégation de populations qu'au contraire la République a vocation à prendre dans ses bras, parce que la République a vocation à prendre dans ses bras tous ses enfants, laissant ainsi à penser à des dizaines de milliers de citoyens, et notamment de jeunes, que les institutions de l'État qui incarnent l'autorité dont on parle
sont destinés à les humilier, à les discriminer, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une forme de violence qui se répande dans la société. Vous pointez du doigt Jean-Luc Mélenchon quand vous dites ça ? Notamment, et lorsque on est investi d'une responsabilité comme celle que j'ai pu exercer au ministère de l'Intérieur, on ne doit pas non plus dire qu'on sera derrière les forces de l'ordre, quoi qu'elles fassent. Parce que le ministre de l'Intérieur n'est pas derrière les forces de l'ordre, quoi qu'elles fassent. Il est devant pour dire ce qu'est la déontologie qui doit s'appliquer aux forces de l'ordre, pour dire les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre doivent être formées, pour dire les conditions dans lesquelles elles doivent être sanctionnées lorsque certains individus, par leur comportement, portent atteinte à la réputation de la police nationale. Il y en a eu trop, des débordements de la police. Mais il y en a, ils doivent être pointés, ils doivent être sanctionnés. S'il y a des policiers qui, par leurs propos, leur comportement, leur manière d'être, témoignent de dérives ou de comportements ou de propos racistes, ils doivent être sanctionnés et poursuivis après que les faits ont été établis. Et le premier qui doit être en situation de pointer cela avec la plus grande fermeté, c'est le ministre de l'Intérieur. Et donc, je tiens beaucoup, pour ma part, et j'y ai veillé, et bien que j'y ai veillé lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, cela n'a pas empêché, vous en avez été témoin, des polémiques, des événements, des sujets sur lesquels encore aujourd'hui, il m'arrive exactement d'être mis en cause, souvent injustement, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'avoir une parole ardemment républicaine, qui soit une parole juste, et de ne pas confondre, comme le disait Victor Hugo, la foule et le peuple. Parce que parfois, lorsqu'il est demandé dans la rue la condamnation des policiers avant même que leur culpabilité n'ait été établie, alors même, et ces images l'ont montré, qu'ils paient un lourd tribut pour assurer la protection des Français, ce n'est pas la République que l'on défend, c'est le désordre que l'on instille. Et là aussi, je voudrais le dire avec beaucoup d'émotion et de fermeté. Lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, et que j'étais derrière le cercueil des policiers et des gendarmes qui avaient perdu leur vie, soit parce qu'il y avait eu des attentats terroristes, soit parce que la délinquance les avait atteints, soit parce que des chauffards les avaient fauchés, soit parce que des multirécidivistes les avaient assassinés, et que j'étais derrière le cercueil de ces policiers et de ces gendarmes, avec les enfants de ces policiers et de ces gendarmes dont la vie était brisée, je voyais assez peu ceux qui théorisent la consubstantialité de la violence à la police s'indigner des violences dont la police avait été la victime. Donc je souhaite que nous ayons sur toutes ces questions, parce que ce sont des questions éminemment républicaines, et que lorsque la violence et le risque de la confrontation existent dans la société, il faut une parole apaisante et responsable. Je souhaiterais que sur ces sujets, que l'on retrouve un peu d'équilibre et de sagesse. Et je souhaiterais notamment que cela soit possible dans la famille politique qui est la mienne. Je ne parle pas des socialistes, je parle de la gauche, parce que nous sommes les héritiers d'une tradition qui, sur ce sujet-là, nous oblige et devrait nous conduire parfois à être davantage dans l'équilibre de la parole. Et on a bien entendu votre message. Merci beaucoup Bernard Cazeneuve d'avoir été l'invité d'Affaires suivantes. Merci Dominique. On se donne rendez-vous évidemment dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes.